chose que souvent les gens voient en réalité en concert ou dans des films ou autres, mais quand on s'approche un peu, c'est assez mystérieux. Et un orchestre, finalement, c'est une société à la fois humaine, aussi une société un peu économique, d'entreprise, mais où tout, c'est comme un laboratoire, où tout se passe de manière très concentrée, à la fois dans le temps, en quelques jours, quelques heures, et aussi dans l'espace, parce que tout le monde est rassemblé avec des profils très très différents, que ce soit le chef d'orchestre, les toutistes, les solistes, les gens invités, le public bien sûr, qui est un petit peu le client final. Et donc voilà, pour me présenter, moi j'ai démarré la musique quand j'étais très jeune, j'avais 3-4 ans, et j'ai fait du violon. J'ai fait 20 ans de violon, et puis un jour j'étais dans un orchestre, j'étais premier violon, et le chef d'orchestre m'a demandé de le remplacer quelques minutes. Et j'ai eu vraiment la révélation, parce que je me trouvais dans une atmosphère complètement différente, je me trouvais avec une autre sonorité, au centre de l'orchestre, avec des responsabilités différentes. J'ai eu vraiment la révélation. J'ai décidé d'arrêter le violon, et donc j'ai repris une carrière de chef d'orchestre depuis une vingtaine d'années, que je partage un petit peu en deux. D'abord avec un orchestre en région parisienne, dont je m'occupe régulièrement, donc avec des musiciens que je connais très bien, vraiment des collaborateurs qui sont aussi des amis, avec qui on fait beaucoup de concerts ensemble. Et puis aussi, je suis en freelance, c'est-à-dire que je suis invité dans des orchestres un peu dans le monde entier pour une semaine ou quelques jours avec des orchestres que je ne connais absolument pas. Voilà. Alors si vous voulez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit historique pour comprendre en fait ce qu'est un orchestre et comment ça fonctionne à la base. Alors vous voyez là, on a une peinture qui représente quelques musiciens, un petit orchestre. On est à peu près à l'époque de Louis XIV, les débuts de la musique classique. Et si vous regardez, vous voyez peut-être des choses qui peuvent vous interpeller. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre, on peut dialoguer, c'est plus sympa plutôt que je fasse un grand monologue. Alors, voilà, qu'est-ce que spontanément vous voyez quand vous voyez ce genre de peinture par rapport à un orchestre, à l'imaginaire de l'orchestre? Oui? Oui, il ne devait pas y avoir blanc. Oui, effectivement. Alors certains jouent par cœur, certains jouent avec des partitions. Alors si on met ça en vidéo, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Un petit orchestre baroque. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que sur la peinture qu'on a vue, si on y revient. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un tout petit groupe de gens, des musiciens, et au centre, est-ce qu'on a un chef d'orchestre? Non, on n'a pas vraiment de chef d'orchestre, on a quand même un personnage un peu curieux, qui est au centre, qui a l'air un peu plus, disons, important que les autres. C'est probablement le soliste, ou en tout cas il est au clavecin dans la vidéo, là il est à la flûte, mais on n'a pas vraiment de chef d'orchestre. Et pourquoi on n'a pas de chef d'orchestre, à votre avis, dans ce genre de répertoire à cette époque? Ça n'existe pas encore, oui, mais pour une raison. Il y a une raison. Parce qu'il n'est pas vraiment utile. Et pourquoi il n'est pas utile? Alors voilà, la première réponse, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Ce sont des tout petits orchestres, il y a 10, 15 personnes, et donc les gens, souvent, sont debout. Ils se voient très bien, ils peuvent communiquer avec le regard, ils peuvent communiquer avec une gestuelle de bras pour bien partir ensemble, etc. Et puis en plus, il y a ce personnage au centre qui est souvent le compositeur, ou en tout cas le soliste, qui va en plus les coordonner. Et puis il y a un autre élément qui est très important, c'est que, comme on l'a écouté dans la vidéo, il s'agit de musique baroque, et la musique baroque, elle est très compliquée individuellement, il y a beaucoup de notes, ça va vite, etc. Mais rythmiquement, elle est très simple. C'est-à-dire que les choses sont très prévisibles, on sait, ça ne va pas accélérer, ça ne va pas freiner, on sait ce qui va se passer. Et donc en fait, quand vous avez peu de musiciens, même s'ils ont une tâche individuelle qui est très compliquée, s'ils sont près les uns des autres, ils peuvent communiquer facilement, et en plus, ils ont un élément commun qui est fort, qui est le rythme, et qui est prévisible, et bien finalement, les choses fonctionnent très bien, il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, il n'y a même pas beaucoup besoin de répéter, tout fonctionne très bien. Mais les choses ensuite vont se compliquer, et donc là, on se retrouve avec un orchestre moderne. Donc vous voulez, là, je crois qu'on est à Chicago, et donc on est à plus d'une centaine de musiciens, et
ça n'a absolument rien à voir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si vous êtes un violoniste ici, lors d'un tutti où il y a beaucoup de sons, vous n'entendez absolument rien de ce qui se passe là. Ou par exemple, si vous avez un poste assez important de hautbois solo ici, eh ben, vous n'allez rien entendre de ce que font les violoncelles, absolument rien. C'est assez curieux, mais c'est vraiment comme ça. Alors le public, lui, il entend tout parce qu'il est bien placé. Et le chef d'orchestre aussi, il a beaucoup de chance parce qu'il est très bien placé, donc il entend tout. Il y a aussi autre chose, c'est que les gens sont assis, souvent ils sont un petit peu dans la pénombre, il y a la partition, donc leur champ visuel est très très restreint. En fait, on voit quelques voisins, souvent qui jouent la même chose, et on ne voit rien d'autre, donc on n'a plus de contact visuel. Et enfin, il y a un troisième élément qui est complètement différent aussi par rapport à ce qu'on a vu au début, c'est que le répertoire a changé, et le rythme a complètement changé. Plus rien n'est prévisible, et en fait, les choses peuvent accélérer, peuvent freiner. Il peut y avoir une partie de l'orchestre qui joue à un certain tempo, l'autre partie de l'orchestre à un autre pour se retrouver à un moment. Il peut y avoir des instruments qui tout d'un coup sortent du lot avec un solo, et donc les choses sont très imprévisibles. Et c'est là qu'apparaît en fait la figure du chef d'orchestre. Donc on est au début du XXe siècle, avec des gens comme Strauss, comme Mahler, comme Wagner, qui vont être à la fois des compositeurs et à la fois aussi qui vont commencer à être des vrais chefs d'orchestre. Et c'est là, en fait, qu'on va aborder vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire le rôle d'un chef d'orchestre et aussi le rôle d'un collectif pour pouvoir finalement avancer ensemble vers une progression, vers un but commun, qui est en fait de faire le plus beau concert possible pour le client, en fait, qui est le public, tout simplement. Alors, le premier rôle n'est pas forcément celui auquel on pense spontanément, parce que quand on pense à un chef d'orchestre, on pense à Louis de Funès qui agite ses bras, etc. Alors, c'est le cas, bien sûr, mais le chef d'orchestre a au début un rôle très important, qui est peut-être, même de mon point de vue, le plus important, et ça se passe plusieurs semaines avant un concert, tranquillement, tout seul chez lui. Alors, de votre point de vue, que peut faire un chef d'orchestre tout seul chez lui, juste avec une partition et rien d'autre? Oui? Composer l'orchestre. Alors, oui et non, parce qu'il peut un petit peu régler les proportions de l'orchestre, mais l'orchestre, en fait, l'œuvre a été composée déjà par le compositeur. Donc, il ne peut pas trop toucher à ça. Lire la partition. Alors là, on s'approche, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, lire la partition? Oui. Alors là, on s'approche pas mal. Alors, vous savez qu'une partition de chef d'orchestre, en fait, ça regroupe toutes les partitions des musiciens. Donc en fait, ce sont des lignes, alors vous avez flûte, hautbois, clarinette, basson, violon, etc. Le chef d'orchestre voit ça. Cela dit, le compositeur, lui, par exemple, si je prends une symphonie de Mozart, il y a toutes les notes et il y a le rythme, tout est écrit. Alors qu'est-ce que peut faire le chef d'orchestre pour aller au-delà? Pardon? Oui, alors on rentre dans une phase intéressante, il peut toucher à des proportionnalités, mais plus fondamentalement. Par exemple, je vous pose une question. Si je vous dis, quel est l'élément commun entre ces compositeurs? Alors je vous dis Bach, Mozart, Tchaïkovski, Strauss, Brahms, Schubert, Schumann, Shostakovich, Ravel, Debussy, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces compositeurs? Oui, mais quelque chose d'extrêmement simple, tellement simple que... Classique. Encore plus simple. Encore plus simple. Ouais. Ah, j'ai entendu quelque chose. Ils sont tous morts. Ben voilà, tout simplement. Alors, effectivement, si vous avez votre symphonie de Mozart, est-ce que vous allez pouvoir téléphoner à Mozart pour lui demander comment la jouer? Non. Et c'est ça le rôle du chef d'orchestre, ou peut-être du soliste ou d'un petit groupe de musiciens, c'est de se forger une vision de l'œuvre, une interprétation. Parce que une symphonie de Mozart, on peut faire on peut jouer avec beaucoup des rythmes différents, des attaques, des sons, des mises en valeur d'instruments différentes, une émotion différente, une atmosphère différente. Il y a plein de choses à faire. De la même manière que si, par exemple, je vous demande de me dessiner un arbre, certains vont dessiner un arbre, d'autres d'une autre couleur, une autre sorte, etc. C'est un point de vue, en fait. Donc une interprétation, c'est très important. Et c'est vraiment ça qui va déterminer le succès d'un concert, non seulement, bien sûr, pour le public, mais aussi pour les musiciens. Parce qu'un chef d'orchestre ou un soliste qui arrive et qui n'a pas une idée claire de ce qu'il veut faire,
Eh bien, ça, les musiciens détestent ça. Ils préfèrent vraiment beaucoup quelqu'un qui va être exigeant, qui va être un petit peu peut-être original, qui va les amener peut-être un petit peu au-delà de leurs habitudes, mais qui a travaillé, qui a quelque chose à dire et qui a un point de vue fort à exprimer. Parce que dans ces cas-là, les musiciens vont jouer le jeu. Après tout, le chef d'orchestre, il arrive pour quelques jours, et puis après, voilà, ça change, il y a un autre répertoire, etc. Et donc c'est beaucoup plus important pour eux, qui sont des professionnels, qui sont quand même des gens passionnés, qui ont fait leurs études de musique difficiles, de se retrouver devant quelqu'un qui leur propose quelque chose de fort, une proposition, une vision musicale, plutôt que quelqu'un qui va arriver un peu démagogue, bon, on répète, on va bien voir, on va essayer ça, on va essayer ci, etc. Ça, c'est pas apprécié. Et ça se ressent aussi dans le public. Si vous avez vraiment une vision forte de ce que vous voulez, eh ben, non seulement dans le temps vraiment du concert, ça va faire un meilleur concert, mais aussi ça va être quelque chose qui va rester plus profondément. Et souvent les concerts qui sont les plus marquants, même quand on y pense 6 mois, 1 an après, c'est justement ces concerts qui avaient vraiment une intention musicale très forte, même si on ne s'en rend pas tout de suite compte au début. Donc ça, c'est vraiment le premier rôle d'un chef d'orchestre, ou d'un petit collectif ou d'un soliste, c'est d'avoir une vision à proposer. Alors maintenant, bien sûr, le problème, c'est comment se forger cette vision. Alors de votre point de vue, si vous êtes chef d'orchestre et vous avez une partition, voilà, symphonie de Mozart, comment vous pouvez acquérir une vision forte de l'œuvre? Une suggestion peut-être? La culture musicale. La culture musicale, ouais, ça c'est très bien. Alors, donc plus globalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour trouver des idées? Ah, alors là, on va commencer à toucher à des éléments très importants. En fait, il y a 2 solutions essentielles. Il y a un peu la face nord de l'Everest, c'est la plus ambitieuse, c'est aussi la plus difficile, c'est de partir de rien. C'est-à-dire de partir juste soi-même et le compositeur, la partition, et en fait, faire presque une enquête policière en fait pour savoir comment il faut jouer ça. Donc c'est rechercher dans l'histoire, comment ça se passait à l'époque, les intentions du compositeur, les habitudes, et essayer aussi de faire parler son intuition, parce qu'il faut être authentique, c'est très important d'avoir une vision qui est authentique. Et là, ça a un avantage énorme, c'est qu'on est libre et on peut avoir plein d'idées originales. On part d'une feuille blanche, et donc on peut se dire, ah ben là je vais faire quelque chose de formidable, là il y a un hautbois, il y a une clarinette, ils jouent à la tierce ensemble, je vais les mettre en valeur, ça va faire un effet incroyable, etc. On est très libre et on peut être très imaginatif. Évidemment, le problème, c'est que forcément, on ne peut pas tout entendre en voyant une partition. Les gens qui prétendent qu'en voyant une partition, ils entendent la musique, c'est faux. Peut-être Beethoven ou Mozart étaient capables de le faire, mais moi, j'y crois pas. Et en fait, on rate énormément d'éléments. De la même manière que si je vous dis, par exemple, regardez un paysage, vous allez voir un paysage très complexe. Après, si vous fermez les yeux et vous essayez de recréer ce paysage dans votre imagination, bien sûr, vous allez le recréer dans ces grandes lignes, mais quand vous allez rouvrir les yeux, vous aurez des milliers de détails qui sont impossibles à se recréer comme ça. De la même manière, quand on voit une partition comme ça, on a pas mal d'idées théoriques, mais on n'a pas le vrai rendu. Et donc, cette première solution, elle est très disons, ambitieuse, et elle a beaucoup de liberté, mais elle est quand même un petit peu restreinte. Alors l'autre solution, et c'est comme vous le disiez, eh ben, c'est tout simplement d'écouter les copains. Écouter des disques, aller au concert et se confronter à, si j'ose dire, la concurrence. Alors ça, c'est vraiment le miroir, c'est-à-dire que ça a des énormes avantages, c'est que ça peut vous donner beaucoup d'idées. À la fois positives d'ailleurs, et aussi négatives, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de choses auxquelles on ne pensait pas, qu'on va se dire, ah mais ça je vais prendre ça c'est super, ça sonne très bien, j'aurais jamais pu imaginer de pouvoir combiner ces instruments, de pouvoir mettre en valeur tel ou tel. Et aussi vous pouvez vous dire, ça c'est une catastrophe, je pensais faire ça, mais ça ne marche pas du tout, c'est vraiment, ça marche pas du tout, c'est moche. Et donc vous pouvez gagner énormément de temps en faisant une critique positive et négative de ce qui se passe ailleurs. Le gros inconvénient, vous vous en doutez, c'est que ça vous influe. Et finalement, il y a une espèce, tout le monde se singe un petit peu, et c'est pour ça que vous avez en musique des modes. Alors, à l'époque de Karajan, tous les orchestres jouaient avec une énorme inertie, avec beaucoup de lenteur, beaucoup de profondeur. Aujourd'hui, tous les gens jouent avec des tempi extrêmement rapides, de manière un peu hystérique, etc. Et c'est pas parce que les gens ont individuellement cette vision, c'est parce que tout le monde se suit un petit peu en s'écoutant, surtout que maintenant, c'est tellement facile d'écouter des centaines d'interprétations différentes.
Donc voilà. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le premier rôle pour un orchestre, pour un chef d'orchestre, c'est de proposer à la fois au public et aux musiciens une vision très forte de l'œuvre, parce que sinon, vous démarrez mal et vous n'aurez jamais un bon résultat. Alors comment faire cette vision? On a vu, il y a plusieurs solutions, mais en tout cas, il faut amener quelque chose et être prêt quand on démarre avec un orchestre. Vous savez, quand on rentre sur scène et quand on ne connaît pas un orchestre, vous vous retrouvez comme ça sur le podium et il y a voilà, 80 musiciens qui vous regardent avec des yeux de poisson mort comme ça, et ils attendent, et en général, en 10 ou 20 secondes, ils ont une opinion de vous. Et après, c'est très difficile de la modifier. Donc, si vous avez quelque chose de fort, d'authentique, de réel à leur proposer, ils le sentent tout de suite et ça fait toute la différence. Alors ça, c'est le premier rôle. Maintenant, le deuxième rôle, et bien là, on va se retrouver toujours avec, bien sûr, le chef d'orchestre et les musiciens, mais sans le public, pour le moment. Donc, qu'est-ce que peut faire un chef d'orchestre avec des musiciens, mais sans le public? Répéter, tout simplement. Donc là, c'est vraiment, on rentre beaucoup plus un petit peu dans la cuisine des choses, c'est-à-dire c'est un travail d'efficacité. On n'a pas beaucoup de temps, en général, un concert, ça dure à peu près 2 heures, et on a quoi? On a 2-3 jours de répétition, disons 4 heures par jour. Donc, si vous voulez, la proportion entre la musique répétée et la musique réelle sur scène, elle est à peu près de 1 à 3 ou 4, donc on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, ce sont des programmes assez difficiles, donc il faut être efficace, il faut aller vite, et il faut aussi prendre en compte voilà, la réalité des choses. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples de répétitions qui, à mon avis, retracent bien des grandes tendances, à la fois historiques, mais aussi un petit peu culturelles. Et là, on va se retrouver d'abord avec Arturo Toscanini, donc, qui est un grand chef d'orchestre mythique de l'entre-deux-guerres. Alors, on n'a pas l'image, mais on a le son, donc c'est dans une répétition. Il n'y a pas de public, c'est une répétition. Je vous laisse découvrir et vous me dites ce que vous en pensez. Carri, non sono di Cristo, ma io come Madonna Santissima. Con un Dio, contrabbassi, corre rompi coglioni lei, obviously, you have no ease, no eyes, God, con Dio Santissimo, you, the first base, you are always late, you have no ears, no eyes, nothing at all. Voilà, alors, est-ce que vous aimeriez être contrebassiste avec Toscanini? Bon, alors... En fait, c'était un malheureux contrebassiste dans la répétition. En fait, ce chef d'orchestre est extrêmement reconnu et c'est devenu voilà, une figure mythique du métier historique. Le problème, c'est qu'on est là, il y a 70 ans, et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Alors déjà, aujourd'hui, ce genre d'attitude ne serait plus possible, parce que tout simplement, la majorité d'orchestres se mettrait en grève ou autre, ça ne fonctionnerait pas. Mais au-delà de ça, si on veut creuser sur l'aspect vraiment musical, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, si vous voulez, il y a 2 solutions. Vous pouvez tomber sur peut-être une forte tête qui va voilà, essayer de confronter un peu Toscanini et de travailler énormément et de lui montrer la prochaine fois qu'il va jouer de manière extraordinaire, etc. Mais ça, c'est plutôt le rôle d'un soliste, c'est pas le rôle d'un toutiste d'orchestre. Donc ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que le musicien va se recroqueviller et il va jouer le moins possible pour pas se faire remarquer, dans le meilleur des cas, parce qu'il peut aussi carrément saboter le concert. Parce qu'il faut savoir que dans un tutti, une section par exemple de contrebasse, vous avez dans un grand orchestre 6 ou 8 contrebasses, eh bien c'est très difficile d'entendre ce que fait le musicien en réalité pendant le concert. On peut voir visuellement à peu près si les gens sont coordonnés, mais le son qui est produit, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y a du son, etc. C'est quasiment impossible. Donc si un musicien ne veut pas jouer de jeu et au contraire se retrouve dans une situation où vraiment il y a beaucoup de tension, il peut effectivement avoir un impact très négatif sur un concert. Donc ce genre d'attitude, aujourd'hui, elle n'est plus du tout possible, mais au-delà de ça, elle est très dangereuse. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir un musicien très frileux qui va se recroqueviller, et ça peut être bien pire. Alors je vous propose de voir une deuxième répétition,
Et là, on est avec Georg Scholti, donc on est dans les années 60. Et vous allez voir, c'est toute une autre ambiance, et on en reparle juste après. Sehr gut. Legato, schönes Legato. Ja, und jetzt denken Sie die 16. hier. Gut. Jetzt noch einmal dieses Espressivo hier. Jetzt schauen Sie mich ein bisschen an. Ich lasse es ein bisschen warten. Schauen Sie hier. Aber nicht boxen, Fagotto, nicht boxen. Gehen wir ein bisschen weiter. Ja. Auf den Schlag, 16, auf den. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre? Donc, c'est une répétition. Oui. Ouais, douceur, bien meilleur. Ça, c'est plutôt positif. Alors, c'est sûr que par rapport à Toscanini, il est tout à fait courtois, sympathique, calme. Donc, c'est plutôt des bons éléments. Est-ce que vous y voyez peut-être une pointe de critique? Il encourage, donc ça, c'est pas mal. Ouais. Alors il guide, ça c'est dans le bon sens du terme, mais si on creuse un peu, on commence à toucher à un point intéressant. En fait, c'est quelqu'un, donc encore une fois, qui est tout à fait calme, disons courtois, etc. Mais en fait, il donne des instructions aux musiciens. Voilà. Donc il leur dit, toi ceci, toi cela, etc. Et c'est vrai que ça peut être assez efficace, mais c'est aussi assez dangereux, surtout dans le long terme, et surtout par rapport à qui vous vous adressez. Parce que si vous êtes avec un orchestre du conservatoire du coin, c'est une chose. Si vous êtes avec le Philharmonique de Vienne, c'en est une autre. Et là, justement, c'est le cas. C'est le Philharmonique de Vienne. Et qu'est-ce qui va se passer dans le long terme? C'est que si vous considérez les musiciens littéralement comme des instruments de l'orchestre, pas des instruments de musique, mais des instruments humains de l'orchestre, au début, peut-être ça va être intéressant, ça va être des informations, ça va être quelque chose, mais peu à peu, les gens vont commencer à se fatiguer et ils vont se sentir un petit peu comme vraiment des instruments, et ça va faire des orchestres effectivement propres, qui jouent bien, qui font des concerts corrects, mais vous n'allez jamais avoir cette espèce de magie, cette espèce de force, c'est quelque chose qui fait que, voilà, et c'est ça qu'on cherche quand même dans un résultat final. Et donc c'est un danger, voilà, et souvent ces chefs d'orchestre-là sont appréciés à court terme, mais ça ne dure pas très 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 longtemps. Alors je vous montre une autre répétition avec quelqu'un qui est très demandé actuellement, qui s'appelle Andris Nelsons. Donc là on est dans les années passées avec l'orchestre, je crois, de Boston. Hello, how are you? Finally, I've made it through the doorway. You know, I'm extremely excited and extremely honored and looking forward to many great years. You kind of, the tension builds up, but call it. Are you going to work this? Yes, I think this is dangerous. Very Germanic, very very slow, and then it's, but in the meantime, from Folkland, it's not actually as slow, the real. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez comme ça à vue de nez? C'est une autre ambiance, hein? Oui. Décontracté, ouais, bon déjà il est en t-shirt, tout ça, il est tranquille, il n'y a pas de barrière, et peut-être quelque chose d'autre. Et voilà, c'est la grande différence. C'est que, contrairement, alors évidemment à Toscanini, mais aussi à Scholti, où c'était vraiment unidirectionnel, où il donnait des instructions aux musiciens, là on a quelqu'un qui amène une vision évidemment,
mais qui va aussi essayer de partager un peu. Il va voir le violon solo, il va discuter un peu de l'interprétation, il va lui demander ce qu'il pense de ceci, de cela, etc. Et ça fait une grande différence. Alors encore une fois, il faut se placer dans un contexte. Si vous êtes avec des gens qui démarrent, des jeunes, etc. Mais si vous êtes avec des gens qui ont vraiment du métier, en fait, ils sont souvent plus compétents que vous dans la petite sphère de spécialité où ils se trouvent. Par exemple, moi je suis violoniste, je sais très très bien comment ça marche les instruments à cordes. En revanche, un corps, alors évidemment j'ai appris, je sais à peu près comment ça marche théoriquement, mais je ne connaîtrais vraiment jamais les détails. Et donc s'il y a un grand solo de corps, eh ben, si le cordiste vient me voir et il me dit, voilà, vous savez là, à cet endroit-là, il faudrait qu'on prenne un peu de temps parce que je peux mettre en valeur, etc. Je peux passer sur une autre note, ça va faire toute une autre couleur, etc. Ça, je n'aurais pas pu le deviner. Et donc, le grand avantage d'avoir ce dialogue, c'est de pouvoir prendre une espèce de valeur ajoutée que les musiciens ont dans leur expertise. Mais bien sûr, il ne faut pas que chaque musicien impose son point de vue, parce qu'à ce moment-là, c'est la pagaille, c'est pas possible. Si vous avez 3, 4, un quatuor à cordes, on peut éventuellement l'imaginer, mais dans un orchestre symphonique, c'est totalement impossible. Donc le chef d'orchestre est là pour avoir une vision, avoir une interprétation, et après, dans ces petites sphères, il fait appel au conseil des musiciens, et ça c'est très apprécié aussi des musiciens, parce que ça leur donne beaucoup de motivation personnelle, parce qu'ils se sentent vraiment faire partie du projet musical et de l'interprétation globale de l'œuvre. Voilà, donc ça c'est pour les répétitions, les choses ont beaucoup évolué, mais je pense que ça tend plutôt vers ce modèle de répétition, en tout cas avec des orchestres qui ont beaucoup de métiers, des orchestres compétents. Alors avant de passer au troisième grande étape dans un orchestre, c'est-à-dire c'est le concert lui-même, hein, c'est la scène, donc là on est avec le public, je voulais vous faire un petit aparté sur la gestuelle, parce que c'est vrai qu'on voit les chefs d'orchestre qui bougent les bras, etc., et ça gesticule, on a l'impression qu'ils sont complètement paumés. Alors parfois ils sont complètement paumés, mais en général non, et c'est parce qu'il y a un petit peu un quiproquo entre le public et les chefs d'orchestre. Alors, je vais vous montrer déjà une petite vidéo, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, alors, est-ce que ce petit garçon est doué? Est-ce qu'il apprécie la musique? Est-ce qu'il la ressent? Oui, de toute évidence, on sent qu'il est passionné, il vit ça, etc. Est-ce qu'il dirige l'orchestre? Non, alors déjà c'est un enregistrement, donc on ne peut pas par définition diriger un enregistrement. Mais au-delà de ça, il y a un autre souci. Alors je vous montre une deuxième vidéo, c'est un peu moins mignon, je vous préviens tout de suite. Il s'agit un chef d'orchestre français, je pense que vous allez le reconnaître, on va voir. Vous l'avez reconnu? Non. Voilà, c'est Jacques Attali, grand chef d'orchestre français. Et alors, en fait, le point commun avec Jacques Attali et le petit garçon, c'est qu'ils n'ont pas, je pense, compris le petit secret, en fait, de la gestuelle, et qu'il y a aussi un aspect métaphorique assez important. Alors, on peut faire un petit exercice, si vous le souhaitez. On va dire que vous avez des cymbales frappées. Alors, si vous voulez mettre vos mains comme ça, vous prenez vos deux cymbales frappées, et on va essayer en même temps avec moi, donc moi je suis le chef d'orchestre, de tous donner un grand coup de cymbale frappée. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bon réflexe? Pas sûr, hein, on va voir. Alors on y va.
Ah, c'est la catastrophe. Alors, à votre avis, est-ce que le problème, c'est vous ou c'est moi? Ah oui, quand même. Évidemment, c'est moi. Et pourquoi, en fait? Pourquoi? Exactement. Voilà. Il n'y a pas de signal, je ne vous ai pas prévenu. Alors, je vais essayer de m'améliorer. Alors, on refait. Voilà. Donc là, on est ensemble, c'est formidable. Donc tout ça pour dire que la gestuelle, le rôle du chef d'orchestre, c'est pas de donner des gestes sur le temps. Ça s'appelle un danseur. Bon, on n'a pas besoin de danseurs sur scène. Donc en fait, le rôle du chef d'orchestre, c'est de penser à l'avance et de faire des levées et de faire des gestes qui vont être d'une certaine logique pour pouvoir donner des informations en avance. Mais il y a un petit catch. Alors on prend une dernière fois nos cymbales. On va essayer d'être bien ensemble. Ah, vous voyez? Alors là, notre orchestre, si vous voulez, il s'est divisé en deux sortes de musiciens. Donc il y a les musiciens qui me font confiance, parce qu'effectivement, il y a eu cette information qui est suffisante. Après tout, je peux faire cette information et m'en aller, c'est suffisant. Puis il y a des gens, là, comme madame, assez méfiants, qui, jusqu'au dernier moment, vont quand même être un petit peu, vaguets. Et en fait, c'est ça qui se passe dans un orchestre aussi. Parce que là, évidemment, c'est assez caricatural, c'est très simple. Mais dans la réalité, les choses vont très très vite. Vous êtes dans la pénombre, chacun a une partie différente. Les gens jouent différentes choses, on n'entend pas très bien ce qui se passe. Et ce qu'il faut, c'est que le chef d'orchestre, à la fois et surtout, donne un élément de compréhension en avance pour pouvoir calculer quelque chose, mais c'est aussi d'accompagner les musiciens sur le temps, pour leur donner une certitude. Il faut prendre le risque pour les gens et aussi les accompagner sur le moment difficile, parce que sinon, jusqu'au dernier moment, on n'est pas vraiment sûr, et ça va faire toute la différence entre un orchestre qui rase les murs, qui va jouer quand même, mais tout le monde va attendre un petit peu le voisin pour être sûr que c'est bien au bon endroit, où il faut faire ce subito fortissimo, etc., et un orchestre qui va vraiment être explosif et qui va vraiment avoir beaucoup de sons et de surprises, parce que le chef d'orchestre va prendre le risque à la place des gens, en les prévenant à l'avance, mais aussi en les accompagnant sur le temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors après, évidemment, ça c'est une convention de base. Dans la réalité, les musiciens ont énormément de métiers et d'années d'expérience. Les chefs d'orchestre ont tous aussi leur propre gestuelle, donc c'est beaucoup moins simple que ça, mais c'est vraiment la base fondamentale. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo, et vous me dites si vous pensez que ce chef d'orchestre se situe peut-être dans un bon chef d'orchestre intéressant ou peut-être un escroc complet. On va voir. Bon, alors, les avis sont... Qu'est-ce que vous en pensez? Escroc, bon. Ah, pardon? Humoriste. Alors, original, alors, je vous vends la mèche. En fait, c'est un excellent chef d'orchestre et qui est très très apprécié. Attention, si on fait une petite enquête, dans quel contexte on se trouve? Déjà, la caméra, on est dans une fosse d'opéra. Donc déjà, les musiciens sont un petit peu cachés. Et il n'y a pas vraiment de contact entre le public et les musiciens. Par ailleurs, la caméra est au fond de l'orchestre. Donc elle regarde le chef d'orchestre, mais le public est derrière. Donc le public ne voit absolument rien de tout ce qu'il fait. Voilà. Par ailleurs, visiblement c'est une opérette, on doit être quelque part vers le Nouvel An, ça fait peut-être 25 fois qu'il joue la même chose, et donc tout le monde connaît par cœur, c'est du ploum 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 ploum. Et en fait, voilà, ce chef d'orchestre, il fait des blagues, on est peut-être le 31 décembre, et en fait, ce que je veux dire par là, pourquoi il est très apprécié? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, fait beaucoup donc
mais toujours dans un contexte où c'est possible. Et quand à la fin il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de difficulté, etc., il sera là et il fera vraiment le job. Mais quand il n'y a pas besoin, c'est pas la peine d'embêter les gens, il vaut mieux même plutôt jouer le jeu et faire quelque chose qui soit un peu frais, un peu original. Alors là c'est très caricatural bien sûr, encore une fois on est dans un domaine où le public ne voit rien, c'est un peu un inside joke, mais voilà, méfiance avec les apparences, parce que le rôle du chef d'orchestre, c'est d'être là pour les moments importants. Et vraiment, le rôle du chef d'orchestre, c'est pas là d'embêter les gens avec un air particulièrement sérieux, en faisant peur à tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est d'être là où il faut et quand il faut, et sinon, au contraire, on peut s'effacer et on peut même, voilà, essayer d'être un petit peu dans l'atmosphère. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez, on peut aborder la scène, en fait, c'est-à-dire le dernier un petit peu événement essentiel, parce que là, finalement, il y a le client final, c'est le public. Et vous allez voir, on va retrouver, en fait, un peu des grandes tendances qu'on a retrouvées aux répétitions, mais de manière un peu différente. Alors, je propose de voir un court extrait. On est avec Riccardo Muti. Riccardo Muti, grand chef d'orchestre italien, qui est toujours vivant, il a 80 ans environ maintenant. Et voilà le genre de concert, vous me dites ce que vous en pensez après. Alors, déjà, je ne sais pas si j'ai besoin de mettre la vidéo, quand on voit son visage, mais bon, on va mettre un petit bout quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Stress. Ah, ouais, je pense que c'est le terme qui convient. C'est le stress, en fait. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça dans la confrontation avec un énorme stress, beaucoup de violence psychologique. Et finalement, ça peut marcher, mais ça marche à court terme, et ça marche dans certains contextes. Et ce qui s'est passé avec Riccardo Muti, c'est qu'il est resté à la Scala de Milan pendant très longtemps, et au bout de longtemps, au bout de 15-20 ans, il y a eu en fait une grève générale, mais pas seulement les musiciens, c'était aussi les choristes, les chanteurs, etc. Et lui ont dit, cher maestro, c'était vraiment intéressant, maintenant vous prenez la porte parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'en fait, il y a eu une grande incompréhension, parce que finalement, Riccardo Muti, lui, il se disait, moi, je fais ça dans l'optique simplement de servir le compositeur. C'est mon unique but, je fais le mieux possible, je dépense une énergie folle, je suis complètement investi de mon travail, et je donne tout, et donc je demande aux musiciens aussi de donner tout ce qu'ils ont pour, voilà. Le problème, c'est que vous vous confrontez à une situation de stress, et encore une fois, à une situation où les musiciens se sentent un petit peu comme des instruments auxquels on oblige à avoir une fonction dans la tension, et finalement ça peut faire parfois des résultats très impressionnants, mais à long terme, c'est souvent des gens qui démissionnent un peu, et ça fait des orchestres soit qui ont beaucoup de problèmes, soit qui sont un peu frileux, et un résultat qui n'est pas optimal. Alors, maintenant, on va regarder Valéry Gergiev. Donc, Valéry Gergiev, grand chef d'orchestre russe. Et vous allez voir, il a une gestuelle très particulière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez curieux, ce genre... ouais.
Vous savez, il y a quelque chose qui est marrant avec lui, c'est que, là c'est pas le cas, mais très généralement, il dirige avec un cure-dent. Et quand je dis un cure-dent, c'est littéralement un cure-dent de restaurant. Hein. Complètement ridicule, personne ne le voit sauf lui. Mais, et alors voilà, et alors il a ces gestes comme ça, très énigmatiques, très flous, qu'on ne comprend pas très bien. Alors, la question c'est que, est-ce qu'il peut être précis, est-ce qu'il peut être clair? Oui, il le peut. Mais moi j'ai vu une interview où on lui demande, mais pourquoi vous avez cette espèce de gestuelle que personne ne comprend très bien, etc. Et il dit, en fait, moi tout ça est volontaire, parce que je ne veux surtout pas que les musiciens se retrouvent dans une position de confort. Voilà. Parce que si chaque musicien est bien au fond de sa chaise, avec un chef d'orchestre qui lui donne des indications extrêmement précises, etc., ben finalement il s'installe une espèce de routine, une espèce de confort, et on va correctement jouer le concert, mais c'est pas ça que je recherche. Ce qu'il recherche, lui, c'est quelque chose d'un peu magique, avec une certaine forme de danger, mais de manière positive, où il va forcer en fait les musiciens à avoir un petit peu leur radar comme ça, toujours allumé, pour être sur le qui-vive et pour pouvoir vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ça, la seule solution, c'est qu'ils soient toujours avec un maximum d'attention. Et c'est pour ça que volontairement, voilà, il force les gens à avoir des gestes extrêmement, enfin lui il a des gestes extrêmement minimalistes pour forcer les musiciens à avoir beaucoup d'attention et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça fonctionne, cela dit. Moi par exemple, j'ai des amis qui travaillent dans des grands orchestres où il vient régulièrement, par exemple à l'Opéra de Paris. Eh ben, les avis sont partagés. Il y a des musiciens qui trouvent que c'est absolument génial, c'est incroyable, ils ont des super souvenirs de ces concerts avec lui, et d'autres qui ne l'apprécient pas du tout parce qu'ils ne comprennent rien, c'est très risqué, ça ne fonctionne pas, il n'y a que des problèmes, etc. Donc même parmi les musiciens qui sont vraiment très compétents et qui travaillent ensemble, les points de vue sont très partagés. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre d'attitude fonctionne aussi parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement connu. Et donc souvent les musiciens vont jouer le jeu. Parce que si vous êtes Valérie Gergiev, on sait que c'est un petit peu, vous êtes quelqu'un de très connu et vous avez cette attitude, ben les musiciens vont jouer le jeu. Si vous êtes un jeune chef d'orchestre qui a 25 ans, que personne ne connaît, et vous commencez à faire ce genre de choses-là, ça peut aussi mal se passer avec les musiciens, ils verront ça comme une forme un petit peu de mépris peut-être. Ah, j'ai peut-être appuyé sur un mauvais bouton. Ah, merci. Alors, justement, en parlant de risque, voilà ce qui peut arriver quand on prend trop de risques. Donc là, je vous laisse voir une petite vidéo avec un chef d'orchestre japonais. Alors la qualité n'est pas excellente, mais je pense qu'on voit quand même ce qui se passe. Et mettez-vous particulièrement à la fin à la place des cornistes. Donc ça, en fait, c'est quelqu'un qui est aussi un peu mythique. Ses concerts sont passionnants, mais à chaque fois, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, a une vision qui est extraordinaire et qui a énormément de choses à dire. C'est voilà, une espèce de génie comme ça, mais il a un énorme problème, c'est qu'en fait, il est complètement dans sa bulle. Et en fait, il va faire abstraction de la réalité des choses, des musiciens. Et il faut savoir que quand vous êtes avec un orchestre, c'est un peu comme quand vous dansez avec quelqu'un. Peut-être que vous pouvez donner une impulsion, mais il faut aussi suivre l'autre. Et si vous êtes seulement dans l'impulsion en faisant abstraction complète de l'autre, eh ben, ça ne marche pas. Et en fait, lui, il a toute la musique dans sa tête, mais il ne prend pas en compte l'inertie des choses, le collectif, la taille, la réaction globale. Et donc, en fait, il va y avoir un énorme décalage et ça ne va pas fonctionner. Et ce qui se passe aussi, c'est que les musiciens, eux, ils ont la partition. Et la partition, il y a tout dedans. Et si à un moment,
ils sentent que le chef d'orchestre décroche, ils ne peuvent plus lui faire confiance, et ben, il va y avoir, et ça se passe en quelques secondes, hein, il va y avoir une espèce de réaction collective de se rabattre par sécurité sur la partition et éventuellement de regarder le violon solo qui va faire un peu le rôle du chef d'orchestre. Et là, le chef d'orchestre perd le contact avec les musiciens et après, c'est très difficile de le retrouver. Donc ça, c'est un grand problème, et c'est surtout le problème, paradoxalement, des gens qui sont les meilleurs, qui ont le plus de choses à dire au niveau du concept, c'est qu'ils ont dans leur bulle, il y a par exemple quelqu'un comme Maurice Ravel, à mon avis, un des plus grands compositeurs français de tous les temps, mais comme chef d'orchestre, c'était absolument une catastrophe, parce que, voilà, il vivait la musique dans sa tête, et parfois, quand il dirigeait un orchestre, il avait une mesure de décalage. C'est-à-dire qu'il était complètement perdu, parce que pour lui, la réalité du son, la réalité n'avait pas d'importance, puisque l'œuvre était la seule chose, en fait, qui comptait. Et ça, c'est un très très grand danger, qui se retrouve parfois, souvent chez des gens qui n'ont pas été dans des orchestres eux-mêmes. Parce que quand vous avez été violoniste, ou oboïste, ou clarinettiste pendant des années dans un orchestre, vous comprenez ça instinctivement. En revanche, quand vous êtes compositeur, ou pianiste, ou voilà, des gens qui n'ont pas été dans des orchestres et vous vous retrouvez confrontés à des musiciens, vous ne comprenez pas forcément cette nécessité absolue de rebondir sur les choses en continu. Voilà. Alors je voudrais vous montrer une dernière vidéo qui est, à mon avis, quelque chose qui rassemble assez bien ce qu'on peut retrouver de mieux à la fois dans la vision et dans l'exécution sur scène. On est avec Carlos Kleiber, donc à la fin des années 70, et c'est quelqu'un qui était effectivement très 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 apprécié aussi des orchestres. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de style? Pardon? C'est rond. Il est présent quand il faut. Exactement, il est présent quand il faut. Ouais. Et c'est justement pour ça qu'il était très apprécié, parce que c'est quelqu'un qui a trouvé en fait à la fois de proposer quelque chose de très clair, et de charismatique et de fort, et aussi, en revanche, comme on le disait au début, de laisser beaucoup les gens respirer quand c'est possible en fait. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'embêter les gens tout le temps par sa présence, etc. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Il s'agit, oui, d'être là dans les moments risqués, dans les moments importants, de proposer une levée, d'accompagner les gens sur le temps, et en revanche, de s'effacer pour laisser les gens s'exprimer dans leur domaine vraiment de compétences, quand ils ont un solo, quand ils sont juste à 2 ou 3 à jouer, quand les autres ne jouent pas, quand ils ont quelque chose à dire, parce que finalement, ben encore une fois, ils sont peut-être plus intéressants que le chef d'orchestre dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il était très très apprécié, c'était ce mélange. Et je crois qu'il peut résumer un petit peu ce qu'on a dit, c'est que à la fois le plus important à mon avis, c'est de partager une vision très forte que les gens vont accepter, que les musiciens vont accepter et qui va déteindre sur le public. C'est vraiment le plus important parce que ça va être une espèce de direction globale pour tout le monde. Ça, c'est le rôle du chef d'orchestre, c'est aussi le rôle du soliste ou de petits groupes de personnes qui peuvent créer cette vision au sein de l'orchestre. Après, bien sûr, il y a des répétitions,
ça, on a vu que le dialogue, c'est le plus important, mais pour ça, il faut être avec des gens qui sont déjà compétents, et il faut pouvoir être aussi quelqu'un de charismatique et qui a des vraies compétences. Et puis, sur scène, on retrouve les mêmes tendances, c'est-à-dire que ce qui est très apprécié à la fois dans le court terme, mais aussi dans le long terme, pour des années, eh bien, ce sont des gens qui amènent une vision forte, qui prennent les risques pour les autres quand il y en a besoin, mais qui, en revanche, savent laisser parler les gens dans leur sphère de compétences qui est vraiment la leur et qui est assez unique. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup et je serais ravi de répondre à vos questions. Voilà. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet sur les orchestres, avec grand plaisir. Oui. Alors, le rôle de la baguette, c'est vrai que voilà, c'est un peu symbolique, pas grand-chose. En fait, le rôle de la baguette, c'est simplement de prolonger un petit peu le bras. Il faut savoir que dans un grand orchestre, les musiciens ont la partition devant eux. Souvent, on est un peu dans la pénombre. Et donc, en fait, les musiciens se servent régulièrement de la vision oblique, parce qu'ils vont garder la vision précise pour voir les notes. Et la vision oblique, qui est beaucoup moins précise, et ben, c'est pour ça qu'on a souvent une baguette pour avoir un petit peu plus. Mais dans les petites formations, souvent on n'a pas de baguette, c'est pas nécessaire. Voilà. D'autres questions peut-être? Oui? Moi j'ai regardé, alors au-delà du chef d'orchestre, j'ai regardé aussi les musiciens, leur Oui. attitude par rapport au chef d'orchestre, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et je suis assez bluffée par le fait qu'ils arrivent à regarder et leur partition et le chef d'orchestre. Et bien souvent d'ailleurs, ils restent quand même figés sur leur partition. Oui, oui. Alors oui, les partitions sont très compliquées. Souvent, ça va vite et surtout, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Et donc, alors, on peut pas apprendre par cœur une partition comme ça, surtout que les concerts s'enchaînent de semaine en semaine, etc. Et donc, oui, c'est toute la qualité d'un très bon musicien d'orchestre, c'est de pouvoir avoir le maximum d'attention sur le chef d'orchestre, mais aussi même sur les autres musiciens, pour pouvoir vraiment être très très réactif, mais tout en ayant la sécurité des notes. Voilà, donc ça c'est un peu le métier en fait des bons musiciens d'orchestre. Oui? J'ai une autre question, justement, si on prend un orchestre qui va connaître dans sa carrière plusieurs chefs d'orchestre. Oui. Comment les musiciens s'adaptent au chef d'orchestre par rapport à sa gestuelle notamment? Alors, oui, donc justement, là c'est une rencontre, et moi ça m'arrive régulièrement, parce que parfois je me retrouve devant des orchestres que je ne connais absolument pas. Alors, il y a un certain nombre de conventions, mais qui sont vraiment assez symboliques en fait, parce que chaque chef d'orchestre dans la réalité fait vraiment ce qu'il veut. Cela dit, des musiciens, disons de haut niveau, qui ont beaucoup de métiers, etc., ils sentent tout de suite les choses. Et ils vont s'adapter, et le chef d'orchestre aussi doit s'adapter. Moi, je sais très bien, par exemple, que les orchestres d'Europe de l'Est, ils ont tendance à jouer sur le temps, avec peu de réactivité. Les orchestres allemands jouent avec beaucoup d'inertie. D'ailleurs, c'est assez redoutable, parce que vous faites quelque chose, et puis rien ne se passe. Et puis 3 secondes plus tard, tout d'un coup, boum. Donc, il faut s'adapter aussi. Donc, c'est un peu l'image du danseur. Voilà, vous allez danser avec des personnes différentes, et voilà, il va falloir aussi être à la fois soi-même et un peu s'adapter. Mais vous touchez un point intéressant, parce que ça c'est encore plus caricatural quand vous vous retrouvez avec un soliste, et particulièrement un chanteur d'opéra. Parce qu'un chanteur d'opéra, vous allez vous retrouver en fait confronté à un dilemme, qui est vraiment le gros problème, disons, la chose la plus importante. C'est que, imaginons par exemple que vous avez un ténor qui est à la fin de son air et qui a une note tenue, etc. Il y a 2 solutions. Soit vous allez, il tient sa note, vous allez le couper pour qu'il termine avec l'orchestre, mais là le problème, c'est que vous allez peut-être le couper un peu trop tôt. Et donc lui, il est très très fier, il va être un peu déçu, vous voyez, parce qu'il n'aura pas pu chanter au maximum jusqu'au bout. En revanche, si vous attendez qu'il n'ait plus de voix, là il va vous détester pour toute sa vie. Ouais, parce que en fait l'orchestre va continuer et puis lui il sera coupé. Et donc en fait vous vous retrouvez devant une espèce de presque une impossibilité théorique, et c'est là en fait que
vient un petit peu l'intuition et le côté un peu télépathique des choses. C'est qu'il faut, quand on est chef d'orchestre, alors c'est criant évidemment avec un soliste, un chanteur d'opéra, mais aussi avec l'orchestre, c'est qu'il faut attendre pour donner le maximum de possibilités à la musique, au soliste de s'exprimer, mais à un moment, quand les choses, vous sentez qu'on est un petit peu au bout du rouleau, et ben, il faut reprendre le risque sur soi et imposer aux gens de pouvoir terminer les choses ensemble. Sinon, en fait, ça peut tourner assez vite à la catastrophe. Donc c'est ça, en fait, le vrai métier gestuel. Finalement, un chef d'orchestre, il ne peut pas être à la fois bon chef d'orchestre et bon chef de chœur. Alors si, parce que en fait, alors c'est vrai que c'est des métiers un petit peu différents. Mais cela dit, quand on parle d'un opéra notamment, déjà l'orchestre est dans la fosse, le chœur est, donc il y a des problèmes de distance. Et les chœurs en général sont beaucoup moins réactifs que les orchestres. Mais ça c'est le jeu et les orchestres le savent. Et donc généralement, dans les passages stratégiques où les chœurs sont vraiment sollicités, le chef d'orchestre s'adresse au chœur et les musiciens se débrouillent, sauf quand il y a des choses très spécifiques. Oui ? Ah oui, pourquoi il y a très peu de femmes? Alors déjà, il y en a beaucoup plus qu'avant, mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes chefs d'orchestre. Alors, il y a beaucoup de femmes dans les orchestres, et il y a beaucoup de femmes solistes. Voilà, violonistes, pianistes, etc. Il y en a autant, peut-être plus que des hommes. Donc pourquoi il y en a moins de chefs d'orchestre? Alors en tout cas, ce que je peux dire de manière vraiment très honnête, c'est qu'il n'y a pas du tout de frein mis pour les femmes pour être chef d'orchestre. Bien au contraire, elles sont énormément poussées, en tout cas depuis une vingtaine d'années. Donc il y en a de plus en plus. Voilà, peut-être que... Enfin, moi, par exemple, j'ai fait un concours quand j'étais plus jeune en Espagne. Il y avait une centaine de candidats. Il y avait 2 femmes. Donc, bon, voilà. Les choses changent, mais peut-être que les femmes sont un peu moins attirées par le métier de chef d'orchestre plutôt que par le métier de soliste. Voilà. Oui. Merci beaucoup, peut-être, Nicolas. Ouais. Merci, on va faire une standing ovation, je pense, s'il vous plaît, à Nicolas Croze. C'était passionnant.